Page arrachée à Primo Levi, une émission de Diane Kolnikov. Aujourd'hui, Pierre Pachet. Ce que Lévy met en évidence, c'est une situation dans laquelle le sommeil est évidemment s'impose par sa force propre, ses exigences. Il faut dormir au bout d'un certain temps. Et pourtant, en un sens, c'est impossible parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue. La nuit dans la baraque est une nuit qui est transpercée d'angoisse. Elle est à la fois environnée d'angoisse et transpercée d'angoisse. Elle est environnée parce que le jour avant comme le jour après, reste menaçant. Et elle est transpercée parce que, pour diverses raisons qu'il expose, ça n'est pas non plus un moment de halte véritable. D'abord parce que, par exemple, comme il l'explique avec cette aptitude extraordinaire qu'est la sienne à parler des choses matérielles, parce que tous ces hommes sont nourris d'une nourriture dans laquelle il y a beaucoup d'eau, donc il faut uriner, donc il faut se lever la nuit. On ne peut pas avoir une nuit continue, et se lever, c'est un problème grave, parce qu'il faut aller jusqu'au seau, il faut éviter d'être celui qui, arrivant au moment où le seau d'urine sera plein, aura à le transporter dehors. Et d'autre part, le sommeil est menacé, on pourrait dire, de l'intérieur par les cauchemars, les angoisses qui le déchirent et l'empêchent d'être un véritable sommeil. Pas simplement par le rêve et le cauchemar d'ailleurs, mais par toute une agitation, par ce sommeil devient comme une étoffe usée qui cesse de protéger. Pierre Pachet, écrivain et universitaire, a écrit une réflexion sur le sommeil, la force de dormir. Dès le premier chapitre, il évoque Primo Levi et le rapport singulier entre le sommeil et l'univers concentrationnaire. À travers sa lecture de Si c'est un homme et la trêve, Pierre Pachet nous fait découvrir ce qu'il appelle la parole inspirée de Primo Levi. Il me semble que le sommeil, c'est quelque chose qui arrive à un individu, mais qui le lie profondément aux autres individus. Si quelqu'un peut dormir, c'est parce que quelqu'un d'autre veille pour lui. Là, Primo Levi décrit un monde qui d'ailleurs n'a pas existé que là où il l'a rencontré, qui est un monde dans lequel cette sorte de solidarité humaine qui rend le sommeil possible est détruite. Et en ce sens, l'homme qui doit dormir dans ces conditions devient à lui-même son propre veilleur d'une certaine façon. Un des éléments les plus terribles de ce qu'il raconte, c'est que comme c'est possible, chacun le sait par sa propre expérience, dans le sommeil on peut intégrer une sorte de vigilance. Par exemple, dans le sommeil on intègre la vigilance qui fait qu'on ne pisse pas au lit, qu'on ne tombe pas de son lit. Éventuellement, une vigilance qui fait qu'on se réveille à une certaine heure. Beaucoup de gens sont capables d'interrompre leur sommeil en quelque sorte sur commande. Il y a bien donc quelque chose qui ne dort pas dans le sommeil. Et dans le sommeil de la baraque que décrit Primo Levi, le matin, il va y avoir un ordre en polonais qui n'est pas crié d'ailleurs, qui est simplement énoncé par un gardien qui dit à un moment « Wstawać », debout. Levez-vous. Et cet ordre, il est anticipé par les consciences de tous ceux qui dorment là, qui en quelque sorte un tout petit peu à l'avance, pour se prémunir de la douleur extrême de cet appel, s'éveillent un tout petit peu avant. Et donc c'est bien un exemple en effet de cette vigilance à l'intérieur même du sommeil. Ainsi se traînent nos nuits, les souffrances de la journée où entre la faim, les coups, le froid, la fatigue, la peur et la promiscuité se muent la nuit en cauchemar informe d'une violence inouïe, comme on n'en peut faire dans la vie courante que pendant une nuit de fièvre. Nous nous éveillons à tout moment, glacés de terreur, encore sous le coup d'un ordre crié par une voix haineuse et dans une langue que nous ne comprenons pas.
Lorsque le cauchemar lui-même ou le malaise physique nous réveille, nous cherchons en vain à en démêler les éléments et à les refouler hors du champ de notre conscience afin d'empêcher leur intrusion dans notre sommeil. Mais nous n'avons pas plutôt fermé les yeux que nous sentons notre cerveau se remettre en marche indépendamment de notre volonté. Il bourdonne, il ronfle, incapable de repos, il fabrique des fantasmes et des symboles terrifiants dont il trace et fait mouvoir sans répit les contours brumeux sur l'écran de nos rêves. Mais durant toute la nuit, à travers toutes les alternances de sommeil, de conscience et de cauchemar, veillent en nous l'attente et la terreur du réveil. Grâce à cette mystérieuse faculté que bien des gens connaissent, nous sommes capables, même sans montre, d'en prévoir l'instant avec la plus grande précision. À l'heure du réveil, qui varie selon la saison, mais tombe toujours bien avant l'aube, la cloche du camp retentit longuement, et dans chaque baraque, le garde de nuit termine son service. Il allume les lumières, se lève, s'étire et prononce le verdict quotidien. Aufstehen, ou plus fréquemment en polonais wstawać. Rares sont ceux que le wstawać trouve encore endormis. C'est un moment de douleur trop intense pour que le sommeil le plus lourd ne se dissipe pas à son approche. Le garde de nuit le sait bien, loin de prendre un ton de commandement, il parle d'une voix basse et unie, car il sait que son appel trouvera toutes les oreilles attentives, qu'il sera entendu et obéi. Et c'est dans ce texte que j'entends la vigilance qui est dite avec une netteté terrifiante, au cœur même de toutes les étapes du sommeil, la conscience, le cauchemar, le sommeil profond. Il y a cette vigilance qui attend le réveil, qui sait qu'il y a un réveil, que le sommeil n'est pas un véritable sommeil, parce que le vrai sommeil, en quelque sorte, le sommeil normal, celui qui existait avant ces horreurs, c'est un sommeil qui oublie qu'il y a un réveil, qui l'oublie au moins partiellement. Donc en fait, il n'y a pas de répit. C'est presque pire que ce qui se passe le jour parce que c'est sans fin. C'est la guerre, les camps sans fin. D'ailleurs, il a donné tout un chapitre dans Si c'est un homme aux nuits. Ça s'appelle Non-nuit. Donc ça avait une place particulièrement importante dans son vécu des camps. Ce non-répit. Oui, bien sûr. Enfin, il me semble que non seulement ce qui est terrible dans la carrière de Primo Levi, sa carrière d'écrivain, sa carrière d'homme, on pourrait dire maintenant qu'elle est terminée, c'est que ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de répit, il en a vécu la portée en dehors même de l'expérience des camps. C'est-à-dire que l'expérience des camps est une expérience dans laquelle il n'y a pas de répit, et une fois que l'expérience des camps a été vécue, elle ne cesse pas, d'une certaine façon. C'est-à-dire, elle continue à encercler la vie. Il me semble la façon la plus forte dont il a exprimé cela, c'est dans la trêve, précisément, dont le titre est extrêmement éloquent. C'est la trêve, c'est là qu'en principe, ça s'arrête. On respire, c'est un livre d'ailleurs d'une très grande vitalité, d'une très grande gaieté. Or, la trêve commence par un poème, qui n'est pas un poème rétrospectif, qui est un poème de 1946, qui est un poème sur qui développe, qui présente simplement ce fait. Une fois que l'ordre du wstawać a menacé le sommeil, l'a bordé en quelque sorte, et d'une certaine façon l'a détruit, eh bien il reviendra toujours. La trêve, nous rêvions dans les nuits sauvages des rêves denses et violents, que nous rêvions corps et âme. Rentrer, manger, raconter, jusqu'à ce que résonna, bref et bas, l'ordre qui accompagnait l'aube, wstawać, et notre cœur en nous se brisait. Maintenant nous avons retrouvé notre foyer, notre ventre est rassasié, nous avons fini notre récit. C'est l'heure. Bientôt nous entendrons de nouveau l'ordre étranger, wstawać. Et à la fin de la trêve, Primo Levi évoque un autre rêve, qui est un rêve du retour en Italie, le retour à Turin,
Et j'aimerais le lire parce qu'il entre en écho avec les deux textes précédents. D'ailleurs, ce chapitre de la trêve s'appelle le réveil. Ce dernier chapitre s'appelle le réveil, où se trouve ce rêve que vous allez nous lire. Et à ce moment-là, Primo Levi évoque le retour, son retour à Turin, le 19 octobre, après toute une épopée d'ailleurs à travers toute l'Europe, où il retrouve sa famille, il retrouve son travail, la joie de vivre une vie quotidienne, sans accident, la joie de raconter ce qu'il a vécu. Et puis, la réhabilitation. Et néanmoins, il est visité par un rêve fréquent. C'est un rêve à l'intérieur d'un autre rêve. Et si ces détails varient, son fond est toujours le même. Je suis à table avec ma famille ou avec des amis, au travail ou dans une campagne verte, dans un climat paisible et détendu, apparemment dépourvu de tension et de peine. Et pourtant, j'éprouve une angoisse ténue et profonde, la sensation précise d'une menace qui pèse sur moi. De fait, au fur et à mesure que se déroule le rêve, peu à peu ou brutalement, et chaque fois d'une façon différente, tout s'écroule, tout se défait autour de moi, décor et gens, et mon angoisse se fait plus intense et plus précise. Puis c'est le chaos. Je suis au centre d'un néant grisâtre et trouble, et soudain, je sais ce que tout cela signifie. Et je sais aussi que je l'ai toujours su. Je suis à nouveau dans le camp, et rien n'était vrai que le camp. Le reste, la famille, la nature en fleurs, le foyer, n'était qu'une brève vacance, une illusion d'essence, un rêve. Le rêve intérieur, le rêve de paix est fini. Et dans le rêve extérieur, qui se poursuit et me glace, j'entends résonner une voix que je connais bien. Elle ne prononce qu'un mot, un seul, sans rien d'autoritaire, un mot bref et bas, l'ordre qui accompagnait l'aube à Auschwitz, un mot étranger, attendu et redouté. Debout, Stabat. Le sommeil humain, c'est crucial. Ce sommeil humain, d'une façon massive et surtout d'une façon qu'on ne peut plus ignorer, a subi cette atteinte qui fait que, au lieu d'être simplement un moment de répit ou de trêve à l'intérieur de la réalité, il est le signe que la réalité elle-même peut devenir, à certains moments, terrifiante et plus menaçante que tout répit ou que tout échappatoire, que tout rêve. Le réel lui-même est en quelque sorte transpercé de cauchemars. Est-ce que c'est dans ce sens-là que vous avez l'impression que certains textes de Primo Levi, dont La Trêve et Si c'est un homme, ont une parole inspirée et vont bien au-delà des mots et des descriptions, de témoignages qu'il nous offre, mais nous disent quelque chose d'autre sur l'humanité? Oui, enfin, c'est précisément parce qu'ils disent avec cette précision d'ingénieur qui est caractéristique de Primo Levi, avec cette passion d'expliquer, plus une passion d'expliquer que de décrire, c'est parce qu'il est attentif aux choses dans leurs détails. Je parlais du seau d'urine, ou bien c'est Primo Levi qui disent comment les gens se coupaient les ongles des pieds, des choses très importantes en quelque sorte, qui sont aussi importantes que les atrocités les plus spectaculaires. C'est pour ça, je crois, que son livre, Si c'est un homme, surtout, est peut-être complété par le livre qu'il a écrit ensuite, 40 ans après, Les naufragés et les rescapés. C'est un livre, pour moi, oui, en effet, inspiré, qui est comparable à certains des livres de la Bible. C'est-à-dire, c'est un livre qui décrit l'humanité à partir de sa détresse essentielle. Auschwitz n'a pour Primo Levi rien de symbolique, c'est quelque chose qui a eu vraiment lieu et à quoi il faut réfléchir. Mais dans le dénuement complet, s'est passé aussi la mise à nu de l'être humain, et c'est sur cette base que Primo Levi décrit d'une façon, je crois, nouvelle finalement, avec sa sobriété propre,
ce qu'en un sens devient l'humanité aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qu'il évoque, c'est aussi bien la solidarité humaine, la méchanceté, la médiocrité, la lâcheté. Mais tout ça, ça n'est pas nouveau, ça, c'est la matière même de la littérature depuis des siècles, peut-être plus que ça. Et pourtant, ici, sur la base de ce dépouillement absolu, de cette absence complète de protection, ça prend un relief tout à fait nouveau. C'est pour ça que, pour moi, ce sont des textes, et c'est un livre peut-être fondateur, au sens où les livres bibliques le sont. Enfin, Primo Levi, si c'est un homme, donne évidemment une grande place à Dante, beaucoup plus qu'à la Bible, mais la Bible est présente aussi. Parce que Auschwitz, c'est l'expérience de Babel, par exemple, mais cette fois décrite de très près, c'est-à-dire l'expérience de la dispersion des langues, des gens qui ne se comprennent pas. C'est aussi l'expérience du désert, c'est l'expérience de l'exil, c'est l'expérience de l'exode. Tous ces grands termes bibliques, il me semble, chez lui, reprennent une signification vivante et nouvelle. J'étais très frappé aussi par les moments, la pudeur de Primo Levi est quelque chose d'essentiel. Je crois que c'est un des éléments qui donne à son écriture sa qualité propre. Il décrit en particulier la nuit qui précède la déportation, au moment où les Juifs qui ont été rassemblés savent qu'ils vont partir le lendemain. Et donc Primo Levi décrit la façon dont se sont préparés au départ en déportation un certain nombre de Juifs qui étaient des Juifs italiens, mais de Libye, de Tripolitaine, et qui, eux, à la différence de Primo Levi lui-même, avaient conservé des traditions religieuses, un sens communautaire. Donc il décrit comment, après que tous les préparatifs ont été terminés, de ces gens qui vivent comme en tribu, lorsque tout fut prêt, les galettes cuites et les paquets ficelés, alors les femmes se déchaussèrent et dénouèrent leurs cheveux, elles disposèrent sur le sol les cierges funéraires, les allumèrent selon le rite des ancêtres et s'assirent en rond par terre pour les lamentations. Et toute la nuit, elles prièrent et pleurèrent. Nous demeurâmes nombreux à leurs portes et nous sentîmes alors descendre dans notre âme, nouvelle pour nous, l'antique douleur du peuple qui n'a pas de patrie, la douleur sans espoir de l'exode que chaque siècle renouvelle. L'aube nous prit en traîtres, comme si le soleil naissant se faisait le complice de ces hommes qui avaient résolu de nous exterminer. Les divers sentiments qui nous agitaient, l'acceptation consciente, la révolte sans issue, l'abandon à Dieu, la peur, le désespoir, se fondaient maintenant après une nuit d'insomnie en une irrépressible folie collective. Il n'était plus temps ni de réfléchir, ni de décider, et toute velléité de raisonnement sombrait dans un tumulte d'émotions désordonnées, d'où émergeaient par éclairs, douloureux comme des coups d'épée, si proches encore dans le temps et dans l'espace, les souvenirs heureux de nos foyers. Bien des mots furent alors prononcés, bien des gestes accomplis, dont il vaut mieux taire le souvenir. Page arrachée à Primo Levi, une émission de Diane Kolnikov. Aujourd'hui, Pierre Pachet. Mixage Noélie Louis-Marie, Éric Boissé. Réalisation Jacques Taroni. Si c'est un homme, de Primo Levi. Il y avait 12 wagons pour 650 personnes. Dans le mien, nous n'étions que 45, mais parce que le wagon était petit. Pas de doute. Ce que nous avions sous les yeux, ce que nous sentions sous nos pieds, c'était un de ces fameux convois allemands, de ceux qui ne reviennent pas, et dont nous avions si souvent entendu parler, en tremblant et vaguement incrédules.
C'était bien cela, très exactement. Des wagons de marchandises, fermés de l'extérieur, et dedans, entassés sans pitié comme un chargement en gros, hommes, femmes et enfants, en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois, c'est nous qui sommes dedans. Nous découvrons tous tôt ou tard dans la vie que le bonheur parfait n'existe pas. Mais bien peu sont ceux qui s'arrêtent à cette considération inverse qu'il n'y a pas non plus de malheur absolu. Les raisons qui empêchent la réalisation de ces deux états limites sont du même ordre. Elles tiennent à la nature même de l'homme, qui répugne à tout infini. Ce qui s'y oppose, c'est d'abord notre connaissance toujours imparfaite de l'avenir, et cela s'appelle, selon le cas, espoir ou incertitude du lendemain. C'est aussi l'assurance de la mort, qui fixe un terme à la joie comme à la souffrance. Ce sont enfin les inévitables soucis matériels, qui, s'ils viennent troubler tout bonheur durable, sont aussi de continuels dérivatifs au malheur qui nous accable, et parce qu'ils le rendent intermittent, le rendent du même coup supportable. Ce sont justement les privations, les coups, le froid, la soif, qui nous ont empêchés de sombrer dans un désespoir sans fond, pendant et après le voyage. Il n'y avait là de notre part ni volonté de vivre, ni résignation consciente. Rares sont les hommes de cette trempe, et nous n'étions que des spécimens d'humanité bien ordinaire. Les portes s'étaient aussitôt refermées sur nous, mais le train ne s'ébranla que le soir. Nous avions appris notre destination avec soulagement, à Auschwitz, un nom alors dénué de signification pour nous, mais qui devait bien exister quelque part sur la terre. Le train roulait lentement, faisant de longues haltes énervantes. À travers la lucarne, nous vîmes défiler les hauts rochers dépouillés de la vallée de la Dinge, les noms des dernières villes italiennes. Quand nous franchîmes le Brenner, le deuxième jour à midi, tout le monde se mit debout, mais personne ne souffla mot. La pensée du retour ne me quittait pas. Je me torturais à imaginer ce que pourrait être la joie surhumaine de cet autre voyage. Les portes grandes ouvertes, car personne ne penserait plus à fuir, et les premiers noms italiens. Et je regardais autour de moi et me demandais combien, parmi cette misérable poussière humaine, seraient frappés par le destin. Des 45 occupants de mon wagon, 4 seulement ont revu leur foyer, et ce fut de beaucoup, le wagon le mieux loti. La soif et le froid nous faisaient souffrir. À chaque arrêt, nous demandions de l'eau à grands cris, ou au moins une poignée de neige, mais notre appel fut rarement entendu. Les soldats de l'escorte éloignaient quiconque tentait de s'approcher du convoi. De jeunes mères, qui avaient un enfant au sein, gémissaient jour et nuit, implorant de l'eau. Nous supportions un peu mieux la faim, la fatigue et l'insomnie, rendues moins pénibles par la tension nerveuse. Mais les nuits étaient d'interminables cauchemars. Rares sont les hommes capables d'aller dignement à la mort, et ce ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attendrait. Bien peu savent se taire et respecter le silence d'autrui. Notre sommeil agité était souvent interrompu par des querelles futiles et bruyantes, des imprécations, des coups de pied et de poing décochés à l'aveuglette pour protester contre un contact fastidieux et inévitable. Alors quelqu'un allumait une bougie, et la lugubre clarté de la flamme laissait apparaître, sur le plancher du wagon, un enchevêtrement uniforme et continu de corps étendus, engourdis et souffrants, que soulevaient çà et là de brusques convulsions aussitôt interrompues par la fatigue. Gwenaëlle Aubry lisait un extrait de Si c'est un homme de Primo Levi.